Aujourd'hui, on va parler neuropsychologie avec Dr Lucier. Bonjour. Bonjour. Avant d'aller plus loin, Dr Lucier est ma mère. Vous allez me voir la tutoyer. On va dire les vraies choses. Alors, j'ai regardé un peu ta biographie parce que je la connaissais pas au complet. On a trouvé une maîtrise en éducation, une maîtrise en psychologie, un doctorat en neuropsychologie. Tout ça est bon. On a bien fait nos recherches. Professeur associé à l'EQTR. Et je trouvais ça intéressant de dire que tu étais lauréate 2018 du prix Noël Mailloux de l'OPQ, donc OPQ pour Office. L'Ordre des psychologues du Québec. Ben, on voulait en savoir plus sur la neuropsychologie, puis comme tu étais retraitée, je pense que tu as une grande expérience. Avant toute chose, ben, ce qui m'intéressait, c'était de connaître la femme derrière. Moi, je la connais, mais j'avais envie de la faire connaître. J'aimerais savoir quel genre d'élève tu étais petite. Puis quel genre d'étudiante tu as été par la suite? Fait que tu sais, comme raconte-nous l'histoire un peu de ta vie. C'est une question que je trouve intéressante parce que comme élève, j'étais très dissipée. Puis à ce moment-là, on ne connaissait pas l'hyperactivité. C'est justement... Sans vouloir trahir ton âge, c'était quel âge ça, à ce moment-là? Maman? Ça fait très longtemps. Ah, OK. Donc, on ne savait pas ce que c'était de l'hyperactivité, on ne connaissait pas ça, mais moi, je le sais que j'étais mis dans le coin ou chicanée, j'avais oublié ceci, j'avais oublié cela. Fait que, comme élève, j'étais pas une très bonne... J'étais des fois deuxième, contente, mais des fois 35e, parce qu'on était beaucoup dans la classe. Ah oui. Alors, écoute, j'ai eu comme ça des parcours en dents de scie. Je dirais jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. J'avais quand même réussi à l'école, mais à ce moment-là, c'est vieux. On faisait notre cours classique. Puis j'étais donc les 2 dernières années du cours classique, en philo 1, philo 2, où j'ai commencé à prendre mes études au sérieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, j'ai commencé pour réussir à bûcher beaucoup pour arriver puis avoir les meilleures notes parce que je voulais m'en aller en médecine vétérinaire. Ce que j'ai réussi d'ailleurs à faire. Mais donc, comme élève, j'étais pas la bolée de la classe, puis pas pas le chouchou du professeur. Ouais, c'est ça. Comme étudiante, là, t'as fait des études pour t'en aller en médecine vétérinaire. Oui. Pourquoi? Puis j'ai fait, parce que les études de médecine vétérinaire, c'est que quand j'ai étudié la biologie en philo 1, philo 2, comme la psychologie était très peu connue même à ce moment-là, on parlait du chien Pavlov. Fait que j'ai pensé que en allant en médecine vétérinaire, je pourrais faire des expériences comme avec le chien Pavlov. Puis je me suis rendu compte que non, pas du tout. Là, c'est vraiment pour soigner les animaux. J'ai quand même bien aimé ma première année de médecine vétérinaire. Mais après ça, j'ai rencontré ton père, puis on est tombé amoureux. J'ai dit à l'école de médecine vétérinaire que j'allais prendre une année sabbatique, mais rapidement, j'ai été engagée comme professeur de biologie et de physique. Sans avoir de formation enseignement. À ce moment-là, on cherchait tellement d'enseignants Un peu comme en 2025, finalement. Hein? Un peu comme en 2025. Oui. Un professeur non qualifié de l'époque. Non, c'est plus parce que il y avait trop d'élèves. C'était comme une espèce de petit boom. Okay. Il y avait beaucoup d'élèves parce que l'école s'était, je dirais, démocratisée. C'est le rapport parent, là. Ça remonte vieux. Ça. Alors, tout le monde allait à l'école obligatoirement jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, ça a grossi beaucoup les écoles, les polyvalentes notamment. Et puis là, donc, on a été engagés avant même d'avoir toutes les études. Ce qui m'a obligée pendant que j'enseignais à suivre, c'est ça, ma maîtrise en éducation, à faire une maîtrise en éducation. Mais c'était parce que j'avais un bac SR à ce moment-là, c'était quand même 18 ans d'études. Pas 18 ans, mais... Mais c'est quand même, c'est intéressant de voir que ça a déjà existé, cette chose-là. Oui. Puis là, t'enseignais en biologie? J'ai enseigné pendant 7 ans en biologie et en physique, parce que c'était mes compétences au secondaire. Puis il y a eu là, après la surpopulation, il y a eu comme à l'inverse une raréfaction des enfants. C'est-à-dire que ça a repris un taux normal de scolarisation. Fait que là, il y a un surplus de personnel qui est arrivé. Et là, j'ai été mutée au primaire parce qu'il y avait trop de professeurs au secondaire. Donc, j'ai été mutée au primaire. Et là, j'ai enseigné la 6e année pendant 6 ans. La 6e année où là, j'ai fait beaucoup d'expérimentation. J'ai adoré enseigner. Mais j'étais préoccupée pour en arriver à la neuropsychologie. J'étais quand même préoccupée par des enfants qui étaient en difficulté d'apprentissage. Moi, à ce moment-là, j'avais juste des jeunes enfants là, qui n'étaient pas encore à l'école.
Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait des enfants qui étaient, je n'aurais pas dit hyperactifs parce que le mot existait à peu près pas, en tout cas pas dans la communauté, je dirais, ordinaire, là. Mais j'avais des élèves qui certainement l'étaient, puis même des enfants, probablement un enfant qui avait un syndrome Gilles de la Tourette, mais qui n'était pas connu du tout à ce moment-là. Non, c'était juste des C'était juste des talents, exactement. C'était facile. Ouais. Pas de plan d'intervention Pas pour de des plan, talents. non, c'est ça. Puis, mais un enfant qui m'avait particulièrement touchée parce que c'était un enfant qui est en 6e année, qui ne savait pas encore ni lire ni écrire ou à peu près. Puis on avait toujours dit de cet enfant-là, ben oui, il a décroché son père qui s'était pendu. Fait qu'on associait aux difficultés de cet enfant-là des causes psychologiques. Et puis ça m'interpellait. Bon, ben mes enfants ont grandi, je suis tombée enceinte, j'ai eu un congé. À ce moment-là, tu faisais en même temps ta maîtrise en éducation. Oui, c'est ça. Et là, je suis tombée enceinte, j'ai eu une année de... C'est la première fois que pour le 3e bébé, j'avais un congé de maternité, parce qu'avant ça n'existait pas. Et donc, là, j'ai pris une année, puis là, ben, comme je finissais ma thèse de maîtrise en éducation. Parenthèse, la thèse en éducation était sur quoi? Ah, c'était sur les Kohlbergs, les stades de jugement moraux chez Kohlberg, parce qu'on commençait à enseigner la morale, parce que les enfants qui choisissaient pas d'avoir l'enseignement religieux choisissaient la morale. Fait que moi, Alors donc, c'est comme ça que pendant mon année sabbatique, puis la rédaction de ma thèse de maîtrise, je suis allée suivre un cours en neuropsychologie, comme ça, pour le plaisir, parce que j'en ai entendu parler, Maryse Lassonde, qui avait parlé de neuropsychologie, qui m'avait vraiment impressionnée. Puis j'ai effectivement, après un premier cours de neuropsychologie, été absolument impressionnée. Fait qu'au lieu de revenir dans l'enseignement, après mon congé de maternité, j'ai demandé une année sabbatique. Puis comme j'étais très scolarisée, puis que j'avais déjà beaucoup d'ancienneté, puis que mon salaire était assez élevé, ben ils m'ont accordé facilement le congé sabbatique pour engager une professeure qui allait coûter beaucoup moins cher que moi. Puis donc, j'ai pu comme ça, pendant 6 années, prendre des congés sabbatiques, puis refaire des études en psychologie, donc maîtrise en psychologie, doctorat en neuropsychologie. Moi, je fais partie de cette histoire-là, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Tu étudies, tu fais ta maîtrise en psychologie, mais là, tu travailles où pour avoir de l'argent pendant 6 ans? Ben, j'ai obtenu surtout des bourses d'excellence, que j'étais d'autant plus fière que comme mon parcours scolaire avait été plutôt chaotique, c'était comme je pense ça donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui ont un parcours atypique au niveau scolaire. Oui, parce que j'ai l'impression que je me suis lancée comme pour prouver que j'étais intelligente, parce que j'avais tellement l'impression, on m'avait tellement traité de tête de linotte quand j'étais petite, j'avais l'impression, surtout que mes amis c'était des premières de classe, fait que j'ai dit mon Dieu, Seigneur, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, mais c'est pas juste ça, j'étais vraiment très passionnée. Là. Et hyperactive. Donc, tu as fini ta maîtrise en neuropsychologie. En psychologie. Et ensuite, mon doctorat en psychologie. C'est qu'à ce moment-là, je faisais mon stage à l'hôpital Sainte-Justine, parce qu'on a l'obligation d'un internat, de faire un stage dans une institution. J'ai rencontré une petite fille et sa mère qui avaient des tics. Ça m'a tellement... impressionnée de voir les tics puis tout ça, que moi qui avais commencé mon parcours de thèse sur l'épilepsie depuis 1 an, mais là, quand j'ai rencontré cette patiente-là, j'ai été tellement impressionnée que j'ai demandé à ma directrice de thèse, qui était Maryse Lassonde, si je pouvais changer de sujet et prendre le syndrome Gilles de la Tourette. Elle m'a dit non, ça va te prendre 20 ans pour le faire. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais le neurologue qui était à l'hôpital Sainte-Justine me dit, Francine, si tu veux faire ta thèse, moi je t'encourage. J'ai des patients, j'en ai une 40aine de patients que je peux te présenter qui ont le syndrome de Tourette. Mine d'or. J'ai su par la suite que lui-même était atteint du syndrome Gilles de la Tourette. Alors c'est pour ça qu'il avait été préoccupé par ça. Mais donc, Maryse a accepté à la condition que ce neurologue-là devienne le co-directeur de ma thèse, et c'est comme ça que je me suis spécialisée. J'ai donc été pas mal celle qui a fait connaître le syndrome Gilles de la Tourette auprès de la population québécoise. Oui, ça je me rappelle. Ça, j'étais rendue assez vieille. C'est beau, ça, cette
histoire-là, alors ma question suivante, c'était pourquoi la neuropsychologie, mais on le comprend maintenant. Mais Pourquoi? je dirais plus pourquoi la neuropsychologie infantile. Parce que quand j'ai choisi mon lieu de stage à l'hôpital Sainte-Justine, on a dit, ben voyons, la neuropsy, à ce moment-là, c'était les adultes. C'était les gens qui étaient traumatisés crâniens, c'était les gens qui avaient eu des accidents de la route, c'était des adultes qui avaient de l'épilepsie, c'était des gens qui avaient eu des AVC, c'est-à-dire des accidents vasculo-cérébrales. Voilà, c'était donc cette clientèle-là qui était connue de la neuropsychologie. Mais moi, en écoutant les cours de neuropsychologie, j'avais compris que des gens adultes qui savaient écrire avaient perdu la capacité d'écrire après une atteinte particulière, dont à l'hémisphère gauche, et puis ou qui avaient perdu la capacité de parler, de s'exprimer ou de comprendre le langage. Puis là, moi, j'avais le souvenir d'élèves qui étaient en grosse difficulté de lecture. Puis là, j'ai voulu choisir, y avait-tu une explication chez les enfants? Donc, j'ai choisi, puis on m'a déconseillé d'aller à Sainte-Justine pour faire mon stage. Mais comme Maryse avait un pied déjà à Sainte-Justine, Maryse Lassonde avait déjà un pied à Sainte-Justine, ben j'ai décidé de faire mon stage à Sainte-Justine. À ce moment-là, elle n'était pas ma directrice. Est-ce que il y avait de la neuropsychologie quand même pour les enfants à Sainte-Justine? Non, très peu. Non, c'est très peu. C'est ma collègue, c'est en fait mon maître de stage, qui est Janine Flessas, qui avait elle aussi commencé à s'intéresser, grâce à Maryse Lassonde, à la neuropsychologie, mais elle n'avait pas de doctorat, elle n'avait pas la formation en neuropsychologie. C'est quand je suis arrivée à l'hôpital Sainte-Justine que là, le corpus de neuropsychologie a pris plus forme. Et c'est comme ça que j'ai été amenée, disons, à même écrire le premier livre de neuropsychologie infantile en français, parce qu'il n'y avait rien d'écrit, et c'est pour ça que j'ai eu une carrière internationale francophone, parce que les Européens étaient friands de ce qui se faisait aux États-Unis, mais comme ils ne parlaient pas la langue, et donc moi j'ai pu faire mon ouverture à la neuropsychologie infantile de cette façon-là. Belle innovation. Oui, j'étais contente parce que c'est devenu un livre de base pour les étudiants en neuropsychologie qui allaient se diriger. Et que moi, qui est orthopédagogue, je consulte parce qu'il est accessible autant, je trouve que tu es une mère, une femme, une professionnelle qui est très accessible. Le livre est pareil, en fait. Oui, mais en même temps, parce que j'ai aussi une formation en pédagogie. Oui. Hein? Puis ça, la pédagogie, je le sais, j'ai toujours aimé enseigner. D'ailleurs, j'ai enseigné toute ma vie parce que j'ai enseigné au secondaire, au primaire. Le seul que j'ai pas fait, c'est le cégep. Puis j'ai enseigné à l'université. Là, on a parlé, oui, je suis professeur associé à l'UQTR, mais j'ai aussi enseigné à l'UQAM puis à l'UDM. La neuropsychologie. La neuropsychologie. Mais là, à un moment donné, j'ai beaucoup de mes élèves qui sont devenus neuropsychologues en infantile parce que j'ai donné des cours. C'est sûr que j'ai une fierté. D'autant plus que ce dialogue-là, je sais que tu travailles avec des enfants qui peuvent être hyperactifs. C'est aussi, j'en suis fière parce que c'est pas parce qu'on est TDAH, je l'ai su maintenant, je suis diagnostiquée, mais je prends pas de médication, mais peut-être qu'à l'époque, ça m'aurait peut-être servi, quoique mes parents étaient tellement des parents qui m'accompagnaient. Ma mère aurait même pas été capable de dire que j'étais tannante quand j'étais petite, là. Mais je sais que je l'étais à cause des profs, à cause des voisins. Parle-nous donc un peu de tes parents. C'était-tu des carriéristes? Est-ce que c'était des gens scolarisés? Mon père était très scolarisé, il était psychologue lui-même, mais il est mort très jeune, à 34 ans. Ma mère avait 32 ans avec 3 enfants. Ma mère était peu scolarisée, quand même, à ce moment-là, une 9e année, c'était quand même énorme pour son âge. Mais sinon, ça a été une femme qui a élevé ses 3 enfants avec beaucoup je dirais, de cœur. C'est une femme qui était très, très aimable, que tout le monde aimait, en fait. Qui a aimé ses enfants énormément. Puis peut-être que c'est ça qui fait que je suis passée à travers mon enfance sans trop de séquelles de ce que j'ai eu comme conséquence à cause de l'hyperactivité. Et la mort de ton père. Et la mort de mon père. C'est ça, ouais. Puis l'image que tu as de ton père, ce que tu as entendu de ton père, c'était quel genre d'homme? Ben oui, aussi. Mon père, il a été une icône pour à peu près tout le monde de ma famille, parce que d'abord, il est mort très jeune, mais c'était pas mal celui qui rassemblait tout le monde dans la famille. Tout le monde l'appréciait énormément.
On aurait dit que c'était l'ami de tout le monde. Tout le monde, pendant des années, m'ont rappelé l'extraordinaire personnage qui était mon père. Fait que ça aussi, ça a quand même été comme quelque chose qu'il a fallu que je dépasse parce que on veut toujours imiter ses parents. Puis les parents, ben mon père, il était comme inaccessible parce qu'il était mort, puis parce qu'on le vantait tellement. Anecdotique, C'est ça. Lié, C'est ça. Ouais. C'est ça. Ça m'a pris du temps, je dirais. Puis j'ai l'impression que inconsciemment, je me suis orientée vers la psychologie à cause de ça. Tu sais, on comprend pas tout l'inconscient, mais c'est peut-être à cause de ça qui fait que, à un moment donné, j'ai bifurqué vers la psychologie. Parce que lui aussi avait été professeur de biologie, curieusement, en plus. Mais c'est peut-être aussi génétique, là. On sait pas. Juste pour qu'on comprenne, c'est quoi être neuropsychologue, tu sais, phrase, mais c'est quoi une neuropsychologue, ou celle que tu as été, peut-être que ça a bougé, là, parce que ça fait quand même quelques années. Je dirais qu'au départ, la neuropsychologie, c'était pour essayer de comprendre quelles étaient les zones du cerveau qui étaient atteintes. Ça, c'est chez l'adulte. Donc, quelles étaient les zones atteintes. On connaissait un peu, la vocation de chacune des aires cérébrales. En quoi il était impliqué, puis tout ça, puis on voulait essayer de comprendre. Il y avait donc une relation comportement versus cerveau. Chez l'enfant, ça s'est passé très différemment parce que, d'abord, on fait pas des analyses comme on le fait chez les adultes, mais on essayait de comprendre comment ça se fait que après, par exemple, une épilepsie, parce que là, l'épilepsie chez les enfants, ça existait. Quelle était la fonction qui était préservée? Où était le langage? Parce que normalement, le langage se déplace à gauche, mais pour un enfant qui est épileptique depuis la naissance, est-ce que le langage est toujours à gauche? Ou quand on avait une chirurgie à faire pour enlever une tumeur cérébrale rare chez l'enfant, mais qui est quand même existante, mais on voulait savoir quelle était l'approche, je dirais, chirurgicale pour aller enlever la tumeur. Sans trop abîmer les fonctions de motricité et de langage. Donc, par où passer en quelque sorte. Donc, on endormait un hémisphère, puis on voyait si l'autre hémisphère était celui responsable du langage ou de la motricité, ou en fait, puis on changeait la journée suivante, on endormait le deuxième hémisphère pour voir. Oui, c'est... quand même, c'est intéressant. C'était très invasif, par contre. Maintenant, on fait plus de ça de cette façon-là, mais je me souviens là que on a fait d'autres façons de faire. On enlevait la calotte osseuse chez un enfant qui, lui aussi, avait une tumeur cérébrale. Et le neurologue stimulait des zones sur le scalp directement. C'est pas sur le scalp, sur le cerveau directement. Et puis, où est-ce que c'est que moi, pendant ce temps-là, je posais des questions. Puis si l'enfant arrêtait de parler, on était dans la zone du langage expressif. Ça a été épique, là, ces années-là, mais ça n'a pas duré. Ça n'a heureusement pas duré très longtemps. C'est vraiment les béabas de la neuropsy infantile. Oui, participé à ça. Oui, c'est ça. Mais en réalité, on a commencé à plutôt regarder les enfants qui étaient en trouble d'apprentissage. Mais là, on se rendait compte, la psychiatrie aussi était intervenue en disant, écoutez, cet enfant-là, il est visiblement intelligent, mais écoute, ça va pas à l'école. Puis on se rendait compte qu'en faisant l'évaluation neuropsy, par exemple, c'est comme ça qu'on a découvert des enfants qui avaient un excellent hémisphère gauche qui leur permettait d'avoir une élocution extraordinaire, mais qui avaient une défectuosité dans l'hémisphère droit qui leur empêchait d'avoir des relations interpersonnelles ou d'avoir des habiletés en mathématiques où ça demande des relations spatiales. Et c'est comme ça qu'on a découvert un nouveau syndrome qui était très, très, très peu connu, qui reste peu connu, qui était le syndrome de l'hémisphère droit. Mais finalement, c'est comme ça qu'on a fait notre chemin. Puis finalement, on a été appelé pour les enfants qui avaient des difficultés scolaires. Comment ça se fait qu'il y a des difficultés scolaires? Est-ce que c'est plus parce qu'il est mal élevé? Est-ce que c'est plus parce qu'il est paresseux? Est-ce que c'est plus parce qu'il y a des difficultés particulières? Fait qu'on a développé des outils qui nous permettaient de dire que c'est pas parce qu'il est paresseux, ni pas parce qu'il est mal élevé, ou ni parce que c'est parce que voilà, il y a des troubles particuliers, puis c'est très bien ciblé. Puis à ce moment-là, on a pu faire des recommandations bien précises pour permettre aux agents scolaires d'intervenir puis de cibler les vrais problèmes de l'enfant. Plus tard, moi, j'ai développé... Ça change beaucoup de mentalité.
Ah oui, de la beaucoup. part des parents, de Oui, la oui, part oui, des oui. enseignants, de Oui. découvrir ça. Oui, 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 Ça doit absolument. être très éclairant. Mhm. Mais notamment pour les enfants qui avaient le syndrome de Tourette, c'était carrément des enfants qui étaient vus comme des enfants mal élevés. Ouais. Vraiment, toujours. Ah ouais, ça Et change moi, une vie. moi, j'ai vraiment, vraiment développé la connaissance du syndrome de Tourette, puis de dire, écoute, c'est pas des enfants mal élevés, c'est des enfants qui ont des tics moteurs, des tics vocaux, qui vont dire des insanités. C'est sûr que je pourrais en parler des heures et des heures, parce que moi, je me suis occupée de ces enfants-là pendant plus que 30 ans, puis j'ai fait des camps avec 20, trentaine de Tourettes. Fait que, disons que je connais aussi toutes les autres populations. Ouais. Mais j'étais aussi, donc, après l'évaluation, puis c'est comme ça que je t'ai engagée comme orthopédagogue, c'est que je disais, oui, on trouve des solutions, mais on dirait que l'école n'est pas pourvue en intervention. Alors, on a développé aussi beaucoup de, je dirais, moi, on a appelé ça le CRAN, donc c'était d'approche neuropsychologique, c'était Centre de rééducation d'approche neuropsychologique. Puis là, on a justement essayé de trouver des stratégies pour compenser les enfants qui avaient des troubles. Et des solutions pour ces enfants-là, parce que dans les écoles, ils ont un devoir de répondre à une masse. Oui, c'est ça, ces exactement. Ces enfants-là, c'est des enfants qui sont hors de la courbe. Oui, donc oui, c'est ça. C'est normal qu'il y ait besoin de quelque chose de plus spécialisé. Ouais. Mais en tout cas, c'est comme ça donc que j'ai fait à la fois le développement de la rééducation en neuropsychologie. Puis je suis assez contente de mon parcours, en effet. Fière. Puis je continue d'ailleurs, je continue de faire du travail malgré mon grand âge. Quel âge? Ah, ben, j'ai envie de le dire. OK, on dit pas. J'ai pas encore tout à fait 80. C'est bien dit, c'est bien dit. Là, j'avais un moment clé de ta carrière. Tu l'as nommé, mais est-ce qu'il y en a un qui a vraiment été un moment clé dans ta carrière? Difficile, hein? Dans ma carrière, un moment clé. Quelque chose qui s'est produit. Ben, je dirais quand même que c'est ma soutenance de thèse. Parce que une soutenance de thèse, quand on fait ça devant très peu de monde parce qu'on est un peu intimidé par les juges qui vont juger de ta thèse. Je voulais tellement faire connaître le syndrome de Tourette que j'ai décidé, j'ai demandé est-ce que je peux faire ça dans l'amphithéâtre de l'hôpital Sainte-Justine, puis j'ai invité, l'amphithéâtre était plein, à peu près 190 personnes, les neurologues étaient là. Ben, c'est ça. T'étais fière. La fierté, je pense que je l'ai eue après. J'avais la conviction qu'il fallait que je fasse connaître ça à tout le monde. C'était pas la fierté, c'est juste après ça, quand j'ai réalisé que j'avais soutenu ma thèse devant à peu près 190 personnes, puis que ça avait contribué à faire connaître le syndrome de Tourette, que là, j'ai réalisé que j'étais fière de ce moment-là. Une fois, quand j'étais jeune, tu avais dit laisser ça. Tu sais, je suis ici sur Terre, j'ai envie de laisser ma place quelque part. Fait que tu peux cocher cette. Je peux cocher cette case-là. Mais je te dirais, quand on me demande de quoi es-tu le plus fier, puis c'est vrai que j'ai eu une carrière extrêmement remplie. Ben, je dirais, ce dont je suis le plus fière, c'est de ma famille. C'est mes enfants, puis on s'est doté de deux autres enfants. Et ils font partie. Oui. Écoute, là, j'ai 10 petits-enfants, 5 filles, puis c'est extraordinaire. Oui. C'est extraordinaire, ça aussi, je le confirme. Oui. Puis t'es un peu comme ton père l'a été, pilier. Oui, c'est sûr que j'ai été pilier. On va arrêter parce que là, je vais pleurer. Parle-nous donc de tes passe-temps hors neuropsy pour qu'on connaisse une fois de plus la femme. Là, si je te dis, donne-moi des champs d'intérêt de Francine Lucier ou des talents cachés qu'elle peut avoir. Et mon Dieu. 5 passe-temps aux talents cachés, parce que si tu t'en trouves pas, moi, je vais en nommer. Ben écoute, ma mère était couturière, alors je peux dire que j'ai développé cette habilité-là de couture. Elle qui a fait le dos ici des coussins, elle a tout recouvert des trucs. Oui, puis je me suis fait un manteau, j'ai fait l'habit de mariage de mon mari. Non, j'ai vraiment... Couturière. Ouais. Une femme qui aime les casse-têtes. Pensais que les casse-têtes. Oui, c'est un passe-temps, ça, c'est les casse-têtes. Je me suis souvent dit, mon travail, c'est comme un casse-tête. J'essaie de trouver les morceaux. Oui, je trouve ça beau parce que ça associe le passe-temps au travail. Ouais. Ben, moi, le jardinage, alors, s'il y a quelque chose. Le jardinage, j'ai ici un très grand terrain, puis j'ai beaucoup de fleurs, fait que c'est sûr que, tu sais, comme hyperactive, là, il y a une grande chance. C'est que tu peux faire beaucoup de choses. Oui, moi aussi, je trouve que c'est un gros plus de c'est pas, on s'en plaint quand on est enfant, mais j'avoue que adulte,
c'est ça qui me fait faire, qui m'a rempli ma vie. Puis j'écoute souvent des acteurs à la télévision qui maintenant se disent hyperactifs. Puis je dirais pas c'est une grande chance, là, parce que quand on est enfant, c'est pas une chance. Puis il y a des adultes pour qui c'est pas non, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'il y a des hyperactifs adultes qui ont peut-être pas été pris en charge ou assez, je sais pas, ils n'ont pas découvert le bon filon peut-être, mais faire savoir à tout le monde que l'hyperactivité, c'est pas un handicap pour autant ou nécessairement. Ben, je suis la rassembleuse de la famille, ça c'est sûr, parce que j'organise à peu près 5-6 fêtes à chaque année, puis on est rendu à peu près 25-27 dans toute la famille. Tu fais de la bouffe pour aller avec ça. Je fais la bouffe pour aller avec ça, je fais mon pain, je fais mon fromage, je fais mes confitures, je fais... Ouais, c'est fou. Ouais. Non, c'est ça l'hyperactivité. Puis il y a un autre passe-temps ou une autre passion? Le bridge peut-être, mais... moi j'avais la lecture, mais... la lecture aussi, c'est ça, oui. Ben, moi, j'avais le goût de dire une habilité qui est particulière, c'est que tu es capable de dépecer un lapin, une poule, un canard. Ça, c'est quand même... c'est ton petit côté biologie qui te permet ces skills-là, mais tricoter, ça me fait vraiment... ça me fait penser que pendant la pandémie, j'avais tricoté 25 paires de bas pour chacun des enfants. Ça, c'est très drôle. Avec de la vieille laine, donc des bas tout rayés. Non, j'avais beaucoup aimé ça, dans le fond. Il me reste 2 questions. C'est, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes neuropsy qui commencent sur le plan clinique? Oui, vraiment, les jeunes neuropsychologues. Moi, je vais vous dire que j'ai oublié de raconter un pan de ma vie, mais j'ai été obligée pendant mes études, justement, de vivre avec une autre femme qui avait tellement pas mes valeurs, qui était tellement différente de moi. Et j'ai appris à enlever tous les préjugés qu'on peut avoir. Ces enfants avaient changé 14 fois d'école, puis c'était toutes des premiers de classe. Fait qu'à un moment donné, les préjugés qu'on a vis-à-vis... Moi, c'est d'enlever ces préjugés-là. Quand vous recevez un parent, si vous êtes en infantile à tout le moins, mais il faut oublier tout ce que vous avez comme jugement, parce que le parent n'a pas besoin de vos jugements, il a besoin d'une écoute. Fait que pour moi, c'est ça qui est important. L'enfant, la même chose. Quand il arrive dans votre bureau, vous l'invitez à jouer et non pas à découvrir ses problèmes. C'est à jouer, puis vous allez les découvrir, ses problèmes, en jouant. Moi, en fait, ce que ma mère m'avait aussi enseigné, qui me reste à tous les jours en tête quand je fais ma rééducation, c'est la ligne de la normalité, là, élargis-la dans ta tête. T'sais. Oui, c'est vrai. Le normal, là, il peut paraître anormal, mais il est normal pareil. Là, puis ça me rend service à tous les jours. Ça me rend beaucoup plus accueillante avec n'importe quel parent, n'importe quel enfant. Je me dis, c'est correct, c'est OK, tu sais. Oui, ça revient à ça. Oui. Perdez vos jugements de valeur. La prochaine année, est-ce que tu as des projets que tu voudrais nous dévoiler ou pour la prochaine décennie, là, si on va même un peu plus loin? Non, ça va être dans la prochaine année, l'année 27 plutôt. On organise à chaque année, j'organise avec mes 2 collègues un symposium de façon régulière. Cette année, c'était sur la santé mentale, puis on a eu presque 500 participants, donc on était très fiers. Et le prochain, dans 2 ans, donc en 27, je voudrais l'organiser sur les techniques d'intervention, nouveaux genres, par exemple en utilisant l'IA, en intelligence artificielle ou bien en utilisant la réalité virtuelle, mais aussi greffé à ça, moi-même j'ai conçu un programme qui s'appelle PIFAM, le programme d'intervention sur les fonctions attentionnelles et métacognitives. Ça aussi, ça ferait partie, c'est la rééducation de façon générale dans 2 ans. C'est une invitation que je fais à tous ceux qui sont curieux de la rééducation. Ben parfait. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin que tu aimerais dire, quelque chose qu'on n'a pas nommé, qui te vient en tête? Non, soyez ouverts, adaptez-vous. Pour moi, c'est ça qui est l'important. Ben merci beaucoup. On a un petit cadeau pour toi. Oui? Ben, un bébé cadeau. C'est pour prendre des notes. Je suis unique et plein de talent. Ben oui. Que ça te colle un peu à la peau. Ben oui. Merci beaucoup pour cette chaleureuse entrevue.